Bonjour, chers téléspectateurs de Code 243, notre sixième émission sans polémique avec mon confrère Michael Chibangu à partir de Londres. Bonjour Michael. Oui, bonjour Abraham, bonjour. Vendredi 17 juillet, l'actualité est chargée. Il y a tellement de sujets. Nous allons commencer par le premier de ce jour que nous avons choisi ensemble, Michael, c'est la visite impromptue que nous avons vue du président de l'ECD qui a été reçu à Bruxelles. C'est, on peut dire, le premier opposant qui a été reçu officiellement par le président Etienne Tshisekedi. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, ça démontre qu'Etienne Tshisekedi petit à petit reprend sa force parce que il y a eu un temps où il ne recevait pas. Vous êtes sans ignorer qu'il y a eu beaucoup de tentatives de la part de différents opposants de rencontrer Etienne Tshisekedi et toutes ces demandes d'audience avaient été rejetées. Et évidemment, M. Fayulu marque peut-être le début. Un début de choses à venir. On l'a vu, M. Fayulu, avec la personne de Etienne Tshisekedi Walomba, c'est un signe positif que quand même il est là, il parle, ils peuvent échanger. Et nous espérons que peut-être que ça a changé quelque chose, mais à l'avenir nous dira. Mais qu'est-ce qui a été dit? Parce que juste après la rencontre, on a vu les photos circuler sur le compte Twitter de M. Fayulu, sur la page Facebook, on a essayé de recouper, puis on a vu un communiqué de l'UDPS. Qu'est-ce qui était derrière? Est-ce qu'on a voulu préciser les choses ou bien ça allait dans un mauvais sens, à ton avis? À mon avis, je pense que l'UDPS a voulu que cette visite soit interprétée d'une façon ou d'une autre. Il a voulu préciser vraiment de quoi il s'agissait. Si vous lisez les communiqués, il dit M. Fayulu a été reçu, on précise à sa demande. Et on dit que M. Fayulu, ils ont parlé notamment du dialogue, et que M. Fayulu, la position de l'UDPS n'a pas changé, c'est-à-dire l'UDPS veut ce dialogue. Pour l'UDPS, la seule solution, c'est ce dialogue sous médiation internationale. Donc, Tshisekedi n'a pas changé de position. Alors, je ne crois pas non plus que Fayulu a changé de position. Donc, on peut dire que c'est une visite qui s'est terminée en queue de poisson parce que Martin Fayulu ne croit pas en ce dialogue. Pour lui, avec les autres opposants, il est préférable d'aller de dialoguer majorité opposition et la CENI que d'aller dans un dialogue comme le dialogue prôné par les l'UDPS qui comporte beaucoup de pièges étant donné les intentions présumées de M. Joseph Kabila. Mais Michael, toute cette semaine, on a vu des images qui sont diffusées par le service de presse des forces acquises pour le changement de Martin Fayulu. On l'a vu dans les rues de Kinshasa, exigeant l'enrôlement des jeunes avant toutes les élections. Est-ce que quelque part Fayulu, avec ses collègues politiques, ne rejoignent-ils pas un peu l'état d'esprit de l'UDPS qui, elle, a dit s'il n'y a pas de dialogue, et Félix a été plus loin, on le verra plus tard, pour dire que s'il n'y a pas de dialogue d'ici le mois de novembre, ils vont plus y participer. Est-ce que l'on n'est pas dans une stratégie politique? Parce que n'oublions pas, Fayulu a été aux côtés d'Etienne Tshisekedi en 2011 pendant toute la campagne. Et je crois que même cette rencontre est historique parce que depuis qu'il avait choisi d'aller siéger au Parlement, on ne l'avait plus jamais vu avec Etienne Tshisekedi. Quelle analyse tu fais là? Parce que là, les FAC sont descendus sur le terrain, elles sont seules, en train de revendiquer une certaine action. Oui, je crois que nous sommes déjà habitués à ce genre de choses. Martin Fayulu est l'un de ces politiciens le plus actifs sur le terrain. Vous êtes sans ignorer la campagne qu'il avait lancée ne touche pas à ma constitution, ne touche pas à l'article 220 plutôt. Vous êtes sans ignorer la plainte que M. Fayulu avait pour les pétitions. Cette campagne pour récolter une pétition contre la personne de Malou. Et aujourd'hui, on se retrouve encore dans cette initiative. Donc, la campagne que lance M. Fayulu consiste à informer le peuple et aussi demander l'enrôlement, c'est-à-dire de tous les électeurs, non pas seulement des jeunes majeurs. Ce qu'il propose Martin Fayulu, c'est que le fichier actuel est corrompu, il faut recommencer le tout à zéro. Alors, c'est là, vous voyez un peu qu'il y a des avantages
et inconvénients par rapport à une telle initiative. Ça semble bon, mais on ne peut pas demander en même temps, on dit on veut le respect du délai constitutionnel, en même temps on demande une opération qui pourra encore retarder les échéances à venir. Donc il va falloir que les opposants se décident, parce qu'on ne peut pas, on exige le respect et on demande des choses qui risquent de faire à ce que les élections soient retardées. Mais je crois que les opposants sont dans une logique. Pour leur logique, les élections locales, municipales ne devraient pas avoir, et urbaines ne devraient pas avoir lieu. C'est leur logique. Et ils partent aussi sur le fait que, bon, jusqu'à présent, la CENI n'a pas ses moyens financiers pour pouvoir le faire. Mais nous, tout en changeant pas de sujet, le même week-end, on a vu Étienne Tshisekedi rencontrer Martin Fayulu. Le professeur Sambo Colombé, pour ceux qui suivent, qui est de l'UNC, a rencontré Félix Tshisekedi à Bruxelles. Et les images ont été largement diffusées également pour pouvoir informer. Vous savez, ce genre de rencontres, généralement, quand elles se font, il y a une discrétion qui est gardée. Mais quel a été le message lancé Est-ce que l'UNC va-t-elle recommencer à flirter avec l'UDPS? Qu'est-ce que tu lis? Qu'est-ce que tu vois? Bon, écoutez, en politique, on dit en politique, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'amis non plus. Tout s'est fait autour des intérêts. Là où les intérêts convergent, on se rassemble. Là, quand elles divergent, on se sépare. Et certainement, je vois déjà ces rapprochements. Le fait que Fayulu a été reçu par la personne d'Étienne Tshisekedi, c'est déjà un rapprochement. Et le fait d'avoir vu des personnes de l'UNC avec l'UDPS, on voit déjà que quelque part, les opposants essaient un peu d'harmoniser leur point de vue, parce que vous savez, l'UDPS a sa position et les autres aussi ont leur position, mais il y a beaucoup de points de convergence, parce qu'ils demandent tous, comme vous l'avez dit, que les élections locales, urbaines et municipales soient reportées, et que l'on se concentre plus sur les élections provinciales, législatives et présidentielles. Mm-hmm. Et donc, oui, ce sont des démarches qui vont dans ce sens-là. On espère que ça va avancer, mais difficile de dire actuellement. Difficile de dire, mais les nouvelles que nous avons reçues, Mike, et je sais que après ce week-end-là, tout le monde est parti sur Kinshasa. Lorsque je dis tout le monde, Martin Fayulu est descendu à Kinshasa, suivi par Félix Tshisekedi, dont on a vu les images d'ailleurs d'un accueil chaleureux du peuple congolais. Félix dans les rues, en train de marcher avec le peuple derrière lui. Là, je crois que c'est un petit clin d'œil à ses amis, à nos amis de la diaspora. Mais l'on constate que cette semaine, il y a eu plusieurs rencontres au niveau de Kinshasa. On nous apprend que la MONUSCO a rencontré l'UDPS, l'Union européenne également a rencontré l'UDPS, et cela autour du dialogue, de la faisabilité de ce dialogue. Quel commentaire fais-tu? Tu crois que nous allons vers finalement ce fameux dialogue selon les résolutions 2098 et 2211, ou c'est juste, des rencontres juste informelles? Non, les tractations sont en cours, comme vous l'avez remarqué. Il faut trouver tout le monde. Je voulais d'abord dire que tout le monde veut le dialogue. Que ce soit l'UDPS, que ce soit l'UNC. La différence, c'est par rapport au format de ce dialogue. Comment? Quel genre de dialogue? Vous avez vu les autres, ils disent, ils sont tous d'accord sur la nécessité du dialogue. Il faut dialoguer sur le calendrier électoral, il faut dialoguer, parler sur l'enrôlement de ces nouveaux majeurs. Donc le dialogue, c'est quelque chose. Le principe du dialogue est accepté par tous. Mais la différence, c'est comment? Alors, oui, je vois qu'on ira au dialogue. Il va falloir un peu que chacun mette un peu de l'eau dans son vin. Je pense notamment au pouvoir. Il va falloir donner un peu de garantie que ce dialogue se fera. S'il y a dialogue, ça doit se faire dans le strict respect de la Constitution. Et ça ne doit pas être un dialogue pour une transition. On doit avoir un dialogue pour des élections paisibles, transparentes, dans le délai constitutionnel. C'est ça, je crois que si Kabila, si la majorité présidentielle sortait et disait que voilà les gens de dialogue que nous voulons, nous ne voulons pas de transition, nous ne voulons pas favoriser les glissements,
Nous voulons un dialogue juste pour apaiser la situation. Nous avons tiré les leçons de ce qui s'est passé en 2006, en 2011. Nous voulons que s'il y a gagnant, qu'il soit de l'opposition ou qu'il soit de la majorité, que les résultats soient acceptés ou acceptables par tous. Et c'est un peu cela. Mais donc il va falloir des garanties. À ce stade, je ne vois pas cela. La majorité présidentielle, par contre, a maintenu sa position. C'est cette position de vouloir à tout prix commencer par les élections locales, malgré qu'il n'y a pas d'argent. C'est-à-dire, si on commence par les élections locales, on va reporter les élections présidentielles parce que, d'abord, le temps. On est déjà en retard. La CENI, par rapport au calendrier publié par la CENI, nous sommes déjà en retard. Oui, un grand retard. Non, pas un mois, je vous signale, on a déjà perdu plus de 3-4 mois. Ok, merci de la précision. Oui, 3 mois, parce que la loi, la loi n'est juste à ces jours, la loi pour la répartition des chaise, même pas voté. Voilà, on est au stade, donc il y a un grand retard, déjà 3, et les élections sont prévues pour le mois d'octobre, nous sommes au mois de juillet, c'est dans 2-3 mois. Dans 3 mois. Donc, il va falloir que ces élections soient reportées. Alors, il y a ce problème-là qui se pose. Donc, il faut, les dialogues s'avèrent nécessaires, mais c'est quel genre de dialogue? Il faut que la majorité, tout le monde décide. Donc, c'est mettre d'accord sur le principe du respect de la Constitution, même la communauté internationale. Lorsque vous entendez leur communiquer, vous les entendez leur dire, on parle toujours du respect du délai constitutionnel, du respect de la Constitution. Non, comme tu l'as si bien dit, Mike, je te rejoins. Tu as cité la communauté internationale. Je crois que les derniers propos de l'ambassadeur français sont assez éloquents, qui a parlé de la République de la Gombe. Je crois que c'était un peu clair, histoire de une grande métaphore pour ceux qui comprennent le sens profond de certaines phrases en diplomatie. Je crois que nous sommes très suivis de l'extérieur. Et que la nomination de M. Pirlo Thomas en qualité d'envoyé spécial pour la région des Grands Lacs, on m'a d'ailleurs appris qu'il sera à Kinshasa avant la fin du mois, et pour faire l'Est. Donc je crois que dans les semaines à venir ici, les choses vont se préciser pour savoir dans quel sens on va y aller. Parce que n'oublions pas, Michael Kossi, ce qui se passe au Congo en face avec un dialogue pour lequel une bonne partie de l'opposition n'a pas participé, un dialogue pour lequel d'ailleurs on m'a dit que certains participants sont même sortis de la salle depuis hier, jeudi. Et voyant la situation catastrophique qui se dépeint au Burundi, la communauté internationale sait que le Congo est plus grand que le Burundi, que le Congo-Brazza, et qu'on a intérêt à mieux gérer politiquement et aider, quitte à frapper du poing sur la table pour que les choses avancent. On a entendu le discours également de François Hollande qui allait dans ce sens-là. Je crois que, comme tu le dis, nous sommes dans une nébuleuse, et d'ailleurs parlons-en. Où est-ce qu'on en est avec cette session extraordinaire? Ils sont au Parlement, ça a été convoqué, on a voilà encore. En tout cas, c'est regrettable. On a convoqué cette session extraordinaire. À ce stade, la loi. On se demande à quel niveau se trouve cette loi. On est dans la CENI, on est encore au niveau il y a quelques correctifs qu'on doit apporter, et ça ne devrait pas être un projet de loi, ça devrait être c'est une annexe à la loi électorale que Malou devait, la CENI devait présenter et non Bochab. Donc, il y a problème sur problème. On remarque que, donc cette session, peut-être on l'a convoquée à la hâte. Sans vraiment prendre compte de l'ampleur des événements et les correctifs qu'il fallait apporter à cette loi. Parce que c'était une loi vraiment bâclée. On a donné, par exemple, vous avez des circonscriptions sans électeurs. Alors qui va voter? On donne un siège, on dit voilà, tel village, de tel groupement, il y a 2 sièges. Un siège. Mais il n'y a pas d'électeurs, c'est-à-dire il n'y a personne pour voter. Exact. C'est chose logiquement, on peut se demander, mais comment ils peuvent présenter un type de loi avec plein d'erreurs bâclées devant l'Assemblée? Ça montre qu'on ne prend pas vraiment les choses au sérieux. Normalement, c'est un travail qui nécessite le temps. On doit vérifier les choses sur le terrain. Et s'il y a aussi des groupements à conflit, des groupements dont les limitations ne sont pas claires, il faut faire les choses d'une manière correcte. C'est pas précipiter les choses, parce que la majorité présidentielle veut à tout prix
ces élections locales et on voit vraiment cette précipitation, comme on l'a vu avec le découpage. On précipite les choses au lieu de préparer proprement, dans le calme, comme il se doit. Découpage, tu as lancé le mot. Effectif, on a vu le gouverneur Moïse Katumbi sortir grandiose et même faire une grande déclaration hier mercredi pour dire qu'il a laissé un Katanga remarquable. On nous dit qu'au Kasaï, disons à côté, je parle de l'ancienne configuration administrative, Ngoï Kassanji serait élu également candidat à l'élection dans une des parties de la ville. Jean Bamanissa au Kivu, dans le Ouest oriental. Voilà, Kisangani également. Dis-moi, on n'a pas de bâtiment, on n'a pas les véhicules, on n'a pas la logistique qu'il faut. Est-ce que nous ne sommes pas rentrés ici on n'a pas créé un monstre qui risque de se retourner contre nous? Abraham, le découpage en soi est une disposition constitutionnelle qui doit être respectée. Cependant, ce qu'on note ici, c'est que la Constitution, dans un premier temps, donnait un délai de 3 ans. C'est-à-dire, ce découpage aurait été effectif à partir de 2009, c'est-à-dire ces 3 ans. Mais le pouvoir actuel a dit non, on ne peut pas procéder à ce découpage parce qu'il n'y a pas des infrastructures, il n'y a pas de moyens, donc il va falloir enlever ces délais. La Constitution, lorsque la Constitution a été révisée en début 2011, si je ne me trompe pas, on n'a pas seulement changé la disposition de 2 tours des élections, mais on a aussi révisé, on a enlevé cette limite, ces délais que la Constitution donnait, pour dire qu'il fallait mieux se préparer. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Aucune préparation n'a été faite. Ils n'ont rien fait. De 2006 à ce jour, ils n'ont pas préparé le découpage, ils n'ont pas préparé, il n'y a pas eu, même ce découpage actuel n'a pas été budgétisé. Mais vous savez, sans budget, on ne peut rien faire. Donc on dit, on découpe et on laisse les choses à la chance, peut-être, on ne sait jamais. Ça ne se fait pas comme ça. Quand on dit gouverner, c'est prévoir. On devait prévoir, toutes ces choses devaient être préparées, planifiées. C'est comme si on planifie les chaos. Lorsque, comme les Anglais disent, he that fails to prepare, prepares to fail. Donc on prépare les chaos avec ces genres d'initiatives qui, tant bien même que étant constitutionnelles, n'ont pas été préparées comme il se doit. Et on est là, il y a des provinces qui n'ont même pas de bureau pour le gouverneur. Exact. Et le gouverneur va commencer où? Comme tu le dis, il va commencer où? Je crains d'ailleurs que nous nous retrouvons avec un glissement de ces honorables gouverneurs, parce que pour des raisons bien claires que tu viens d'expliquer, manque de logistique, manque de moyens financiers qui pourraient permettre à ce que les choses soient bien faites, à moins que l'on bâcle d'ici là, comme l'habitude de le faire. Mais derrière ceci, politiquement, à ton avis, qu'est-ce que l'UDP, qu'est-ce que la Kabylie essaie d'obtenir? Un contrôle effectif sur toute la RDC en vue des prochaines des échéances, ou bien vous lui dites oui. Comme il le disait à un certain moment, que l'on puisse avoir des élections indirectes, c'est-à-dire qu'on puisse nommer ceux qui vont nommer. Est-ce que ce plan-là n'est toujours oui. Abraham, élection indirecte aura comme conséquence le contrôle toujours par la majorité présidentielle. Vous savez, avec les élections indirectes, c'est l'argent qui compte. Dans un premier temps, c'était on allait élire les députés provinciaux indirectement. Et avec des élections indirectes, vous avez des résultats comme au Sénat, où vous avez quelqu'un comme Kengo Wandondo, minorité, et qui a été élu, alors que celui qui avait la majorité n'a pas été élu. On a vu des gouverneurs, prenez Kimbuta. Kimbuta a été élu gouverneur à Kinshasa, alors que la majorité, c'est le MLC qui a la majorité à Kinshasa. Au Bas-Congo, c'est l'opposition qui a la majorité. Au Kasaï et dans d'autres provinces, vous voyez que, même à l'Équateur, c'est toujours l'opposition qui a la majorité, mais curieusement, les gouverneurs qui sortent sont souvent des gouverneurs de la majorité présidentielle. Les Makila vous avez vu ce qui est arrivé avec Makila, on a fini par lui remplacer. Et c'est ce qui se passe. Alors, et la stratégie de Kabila, c'est qu'ils ont compris qu'il faut garder le pouvoir, il faut occuper le terrain. Et il n'y a pas que la présidence. Parce qu'au cas où ils rataient la présidence, du moins ils auront des gouverneurs, ils auront des représentants locaux, donc ils vont garder les pouvoirs. Le président sera obligé de composer avec eux
de compromettre, d'arriver à un certain accord avec eux. Parce que c'est ce qu'ils font, ils occupent le terrain. Et lorsqu'on découpe, avec le découpage, il va falloir élire de nouveaux gouverneurs. Qui seront ces gouverneurs? Fort probable que ce soit des personnes de la majorité qui vont occuper. Donc vous voyez qu'il met ces gens partout, il occupe le terrain et c'est facile de gagner. La présidentielle, on peut mieux préparer ces élections. Vous voyez, la RDC étant un sous-continent, lorsque vous avez des représentants un peu partout, c'est déjà un avantage considérable. Donc il occupe le terrain de cette façon, il garde le pouvoir et ça va faciliter comment je peux dire, une victoire de la majorité présidentielle pour la présidentielle de 2016, si les élections se tiennent en 2016, ou au cas contraire, ils vont conserver quand même une partie du pouvoir. Conserver le pouvoir, sortons un peu de nos frontières, allons un peu au Rwanda. On voit Paul Kagame dans une autre logique, avec une autre stratégie. Quel commentaire fais-tu? Kagame, il fallait s'y attendre. Ce n'est pas, oui, au Rwanda, c'est un peu comme en Corée du Nord. C'est que personne ne peut s'opposer à Kagame. Ceux qui s'opposent à Kagame sont soit, ils se retrouvent en prison, exil, ou ils sont tués. Il n'y a que pour ces trois options. On a vu que, vous voyez, à titre d'exemple, il y a, si je ne me trompe pas, il y a 80 députés et 79, donc 79 ont voté pour. C'est-à-dire, un seul vote contre, c'était un vote, comment on dit, une absence. Un vote qui n'a, non pas un vote sanction, mais comme on dit, invalide, un vote qui n'a pas été validé. C'est-à-dire peut-être n'a pas bien rempli les documents, ouais, c'est vrai. Les documents. Donc en quelque sorte, vous voyez que même l'opposition au Rwanda vote pour Kagame. Donc c'est un peu ce système. Curieusement, il est fait parce qu'il n'y a pas d'opposition. Il a tout. Il a réussi à taire, à forcer, à contraindre à l'exil tous ses opposants. Et voilà, il avance. En même temps, mais ce qu'on peut déplorer, c'est cette hypocrisie. D'un côté, il donne des leçons à Nkurunziza. Nkurunziza lui dit non, tu peux pas de troisième mandat pour toi. Mais chez lui au Rwanda, il prépare un troisième mandat pour lui. Pardon. Et oui, non, vas-y, termine. Voilà, il dit non, toi tu ne peux pas préparer, tu ne peux pas faire un troisième mandat, ton peuple ne veut pas, mais chez lui il dit voilà, moi je ne suis pas toi, moi au moins mon peuple veut de moi, regarde cet engouement, les pétitions, les parlements, tout le monde, vous verrez même les scores au référendum, si possible 100%, peut-être 98% pleurer à Kagame, donc, mais c'est pas une démocratie, on sait que c'est du début jusqu'à la fin, c'est un processus qui est contrôlé par cette machine oppressive de Kagame. Les gens n'ont pas de choix, ils ont la peur. C'est un peu comme, je me rappelle, vous voyez, à l'époque de Mobutu, il y avait ces élections. On vous présente c'est des fichiers verts et comment l'autre c'était rose ou rouge. Si je veux dire, on dit si vous vert c'est pour la paix. Et si vous votez rose, c'est pour les chaos. C'est un peu comme ça au Rwanda. C'est pas vraiment des élections dans les conditions qu'on peut dire démocratiques. Non, on impose aux gens et ils font ce qu'on leur demande de faire. Tu le dis. On leur impose ce que. Traversons Burundi, Nkurunziza. On a vu le président ougandais envoyer 2 avions avec plus d'une centaine de militaires à Bujumbura avant son arrivée. Il n'est même pas venu par avion. Il a conduit de l'Ouganda pour descendre jusqu'au Burundi. Il y est resté quelque temps, 8 heures de retard dans un protocole sur un programme. On a dit qu'il devait s'y présenter. Nous suivions avec certains journalistes burundais qui m'ont laissé entendre que finalement, il le sentait pas. Finalement, il était à la Réunion et bon, il a set up la table et il a légué en fait à son ministre de la Défense la suite de cette réunion. Qu'est-ce qui se trame au Burundi? Parce qu'il y a il y a une petite semaine, il y a eu une attaque armée dans le nord. Finalement, le Burundi a pu réagir. On nous a présenté une centaine de prisonniers et tout ça. Dis-moi, toi qui es un peu au parfum, what's going on out there? Bon, on voit qu'au Burundi, d'abord, parlons des Museveni avant d'entrer vraiment.
Museveni est au pouvoir depuis 1986. Vous allez envoyer un président à vie pour aller régler un autre problème de celui qui désire aussi de faire comme Museveni, c'est-à-dire enlever ses limites des mandats, rester au pouvoir aussi longtemps qu'il peut. Je ne crois pas que la personne de Museveni est la meilleure personne à choisir, la même personne qui pouvait faire cette médiation. Même arrivé au Burundi, il a proposé la formule habituelle, vous voyez, quand il y a crise en Afrique, celle d'une transition, partage des pouvoirs. Chose que l'opposition a rejetée. Et c'est ce qui a fait que Museveni rentre et délègue plutôt son ministre de la Défense. Vous êtes sans ignorer que c'est le même Museveni qui avait, à travers son ministre de la Défense, qui avait fait la médiation entre le gouvernement congolais et les M23. Et alors, c'est la position de Museveni, il est mal placé pour donner des leçons aux autres, mais on peut voir aussi d'un côté que Nkurunziza est déterminé de rester président du Burundi. Il est prêt à tout. Et c'est là, malgré les menaces, malgré quoi, les élections sont en quelques jours, hein, il y aura cette élection présidentielle, il est même en campagne, c'est comme s'il vit dans un autre monde, il ne réalise pas l'ampleur des événements, ou il choisit d'ignorer complètement. Pour lui, ce qui compte, c'est Nkurunziza président. Et l'opposition aussi refuse cela. C'est comme vous avez vu cette attaque récemment des opposants, on craint maintenant que ils vont vers une guerre civile, et vous savez, une guerre civile au Burundi sera des répercussions, même en RDC et partout dans la région, parce que on voit la main noire aussi de Kigali dans cette affaire de Burundi. Kagame, ce n'est pas un secret, Kagame voulait voir le départ des Nkurunziza, et Nkurunziza est aussi un proche de la RDC, donc on risque de voir la RDC directement ou indirectement entrer dans ces problèmes, et les Rwandais entrer donc ces problèmes risquent de se régionaliser. Et nous espérons que on ne va pas arriver là-bas, mais c'est là où ils vont. Guerre civile, parce que vous n'avez qu'à regarder l'histoire du Burundi. Il y a des coups d'État, des massacres, assassinats, et ça va se répéter si on ne fait pas attention. Il appartient maintenant à la communauté internationale d'agir, parce qu'on a comme l'impression qu'il y a ces doubles jeux. D'un côté, on dit non, Nkurunziza doit partir. D'un côté, on dit non, n'attaquez pas Nkurunziza. D'un côté, on dit... Alors, la communauté internationale donne cette position ambiguë. On ne sait pas vraiment juste ce qu'ils veulent. C'est comme s'ils veulent que Nkurunziza reste, mais d'une manière consensuelle, parce qu'on n'arrive pas à déterminer exactement qu'est-ce qu'ils veulent. Parce qu'après tout... pour qu'il y ait la paix, il va falloir que Nkurunziza renonce à ce troisième mandat qu'il ne veut pas. C'est vrai, mais Michael, je te rejoins. Nous attendons là tous ensemble impatiemment le retour, disons la première venue de l'envoyé spécial américain, mais également le voyage du président Obama en Afrique qui se précise. Il va passer par le Kenya, par l'Éthiopie. Est-ce que nous pouvons nous attendre à ce que il y ait un peu plus de direction, parce que le président américain, il en est à son troisième voyage, hein, en 8 ans. N'y aura-t-il pas beaucoup plus de précision quant à ce qu'il voudrait laisser comme legacy en Afrique, hein, en appuyant un peu plus ce processus démocratique, parce que tu le sais, depuis que le président Obama est là, il y a eu pas mal de changements. Tous ceux qui ont essayé de s'accrocher au pouvoir sont partis, même s'ils étaient légitimes d'une certaine manière. Hein, je crois que l'Afrique a connu 5-6 pays hein, qui ont, quand il fallait même bombarder, l'utilisation de la force a été faite. Crois-tu que les choses pourraient changer? Parce que chaque fois que je lis, en fait, je constate que la communauté internationale demande à chaque fois le report de ces élections. On dirait qu'on veut gagner du temps pour peut-être asseoir une certaine stratégie militéro-diplomatique, hein, pour pouvoir convaincre ou contraindre Nkurunziza à lâcher du poil de la bête. What's your mind about that? Qu'est-ce que tu en penses? Obama, je trouve aussi, il faut pas trop compter sur cette communauté internationale, parce que en politique, c'est les intérêts. C'est pas du tout, je ne pense pas qu'Obama s'est lancé juste pour le plaisir, parce qu'il veut démocratiser. Ils verront aussi leur intérêt dans tout cela. Et aussi, donc, le niveau d'implication de cette communauté dépendra
de cette communauté internationale dépend du degré d'intérêt qu'ils ont par rapport, par exemple, vous prenez la RDC. Nous avons vu John Kerry en RDC pour dire au président Kabila de ne pas se représenter. Vous avez vu Obama lui-même prendre le téléphone, appeler le président Kabila pour lui rappeler la même chose. Chose qu'il n'a pas fait pour le Rwanda, chose qui n'a pas été fait pour le Burundi. On voit que quand il s'agit de la RDC, leur position est un peu plus ferme. Donc, parce qu'ils voient que la RDC, il y a beaucoup d'intérêt, ils ont beaucoup investi en RDC, notamment. Voilà, c'est un gros gâteau, et ils continuent, les États-Unis dépensent des milliards de dollars par an à travers cette MONUSCO, cette mission des Nations Unies au Congo. Et donc, les Congos représentent de grandes choses pour eux. Mais le Burundi, il n'y a pas vraiment grande chose. C'est quand vous voyez leur position est un peu ambiguë. Tantôt, on dit il y a plus de déclarations que des actes. Parce qu'à ce stade, on devait déjà commencer à prendre des mesures dures contre Nkurunziza. Par exemple, le gel des avoirs, les saisies des avoirs, tous ces genres de choses, on ne le voit pas. On ne voit que les déclarations. Si vous faites ceci, on va pas vous donner le visa. Mais dites à Nkurunziza que vous n'allez pas donner le visa, cela va lui empêcher de rester président. Je ne crois pas. Il va falloir un peu aller plus fort. La visite d'Obama au Kenya, oui, il va parler, comme il a toujours l'habitude de parler, mais nous voulons plus des actes que des paroles. Je crois que c'est ce qui intéresse le peuple burundais, ce n'est pas les paroles, mais des actes, parce que qui sont en train de mourir à ces jours, ils sont tués, maltraités, leurs droits bafoués par un homme qui est déterminé de rester au pouvoir à tout prix. Rester au pouvoir à tout prix, on revient un peu en RDC. Lambert Mende a parlé cette semaine de la possibilité de changement de constitution. Pas possibilité, il a dit que ceux qui ont... non, que la possibilité, la constitution est toujours, comment ça s'appelle, revisable. Dites-moi, vous qui êtes juriste, qu'est-ce qu'il y a derrière les fagots? Ou pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui peut être stratégiquement fait? On va tout annuler, changer de constitution pour un nouveau régime, on change de constitution pour permettre à Joseph de repartir... d'être candidat, quels sont les scénarios possibles? Bon, selon les informations en possession, l'idée c'est d'avoir un consensus à travers ce dialogue. Le consensus va réduire la pression de la communauté internationale, par exemple, c'est convaincre les Congolais. Précision, tu parles du dialogue, parce qu'ici nous avons deux dialogues. Oui, j'arrive. Le dialogue de Kabila et le dialogue de la communauté internationale. C'est lequel tu parles? Ok, le dialogue de Kabila, voilà, je vais préciser. Selon... Parce que c'est la navigation, oui. On attaque... on traite, on considère certains être traîtres, tout ça, parce que bon, on n'a pas la bonne idée. Je t'en prie. Oui, je dis, les dialogues selon la majorité présidentielle, c'est dialogue qui va, n'est-ce pas, réunir les Congolais et faire ce que les concertations a échoué de faire, avoir cette cohésion, et par après, cela va conduire à une nouvelle constitution. Et comme vous pouvez voir, l'objectif visé touche même à Rome pour la majorité présidentielle. Rome, dans ces cas étant, le maintien de Joseph Kabila au pouvoir. Ils ont tenté la révision constitutionnelle avec ces débats, ces livres, ça a échoué. Ils ont tenté de lier l'élection présidentielle au recensement. Le peuple est sorti en janvier, ça a échoué. Et ils sont sortis ces calendriers électoraux irréalistes avec plusieurs contraintes. Et ils veulent commencer de manière exprès par les élections locales, sachant que ça va repousser les élections présidentielles. Donc, maintien de Joseph Kabila. En même temps, ils lancent cette balle, ils disent, nous voulons... Ils utilisent quelques personnes, comme les Mwandaseni, pour essayer un peu de préparer l'opinion, voir les réactions par rapport à une transition de 3 ans. Et comme conséquence toujours, le maintien de Joseph Kabila au pouvoir. Et donc, là, si on arrivait, parce que du moment qu'on s'engage dans une transition, la constitution actuelle tombe dit que on entre dans un nouveau domaine. Il va falloir une nouvelle constitution. Et vous êtes sans ignorer, Abraham, que c'est la constitution actuelle qui empêche Joseph Kabila de rester au pouvoir. Touchez même maintenant à Rome, une nouvelle constitution, si Joseph Kabila peut se représenter encore. Donc il faut toujours trouver un moyen de garder Joseph Kabila au pouvoir. Alors c'est pour ça que vous voyez maintenant ils ont recommencé encore avec cette plus révision, mais on parle de l'idée d'une nouvelle transition.
Alors, Okengo avait déjà répondu, c'est-à-dire la constitution actuelle ne prévoit nulle part comment. Elle prévoit sa révision, mais elle ne prévoit pas son changement. Et encore une fois, c'est Mende il est mal placé pour donner des leçons sur les raisons juridiques. C'est plutôt, il dit ce qu'il, donc il donne les choses selon sa compréhension, selon l'intérêt de la majorité présidentielle, mais dans la constitution actuelle, il n'y a pas un mécanisme par lequel on peut remplacer la constitution. Elle prévoit sa révision, mais elle ne prévoit pas son changement. Vous savez, merci Michael pour toutes ces précisions. Lorsqu'on voit stratégiquement comment la majorité présidentielle arrive à changer d'un cap à un autre, on se rend compte qu'ils sont, je ne les félicite pas, mais je me rends compte qu'ils sont au fait de leur stratégie et ils ont plusieurs variantes en poche. Je rappelle qu'ils avaient une patate chaude dans les mains, qui était le charnier de Maluku, dont aujourd'hui on ne parle plus. On ne parle plus. Voilà, quelque chose qui a été pratiquement conjugué au passé. Personne, ni les parlementaires, ni qui que ce soit de la communauté internationale, bref, on a l'impression qu'un accord a été signé. Nous sommes dans nos 10 dernières minutes, Michael, de l'émission. Parlons un peu, toi et moi, nous vivons dans cette diaspora, on a vu toute une déferlante, et on la lit, c'est pas encore fini là, parce que c'est quand même un phénomène social. On voit les mouchettes et les fléchettes que les gens s'envoient par vidéo interposée. Si ça vient pas de Kinshasa, ça vient de l'Afrique du Sud, de la France, la Belgique. Et plus près de nous ici qui vivons au Canada, il y a le procès de ces demoiselles qui ont violenté leur sœur. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le mouetté est-il devenu Lumbe est-il devenu une culture même dans la communauté? Parce que la jeune fille Hélène qui s'est fait violenter, c'était un peu du Lumbe, mouetté, dans le sens où il y a une certaine vengeance et une certaine pratique qui a été tolérée dans ce combat pendant un temps et je crois qu'aujourd'hui, parce qu'un pays, lui, n'admet pas certaines de ces choses-là, a frappé fort. Que dit Michael à ce sujet? Parce que c'est aussi un message. Oui, oui, certainement, la diaspora doit changer dans ses méthodes. Le combat de la diaspora est un combat juste. Cependant, on note un peu qu'il y a un peu de dérapage de part et d'autre. Certaines personnes qui ont fait, par exemple, on dit l'insulte une arme de combat. Je ne vois pas en quoi insulter pourrait changer les choses au pays. Et ce n'est pas les gens d'éducation qui nous voudront que nos enfants puissent apprendre lorsqu'ils voient des grandes personnes en train d'insulter jour et nuit. Ce n'est pas en insultant Kabila qu'on change quoi que ce soit. Je crois qu'il y a une meilleure façon de conscientiser les gens sans pour autant insulter. Si les buts des combats de combattants, c'est de faire partir Joseph Kabila, il y en a qui les font bien, ils parlent, ils dénoncent les violations du pouvoir, ils dénoncent les abus. Mais il y a des dérapages comme les insultes, les attaques personnelles. Malheureusement, c'est devenu, on a normalisé ces choses qu'on devait absolument rejeter dès le départ, qui devait demander de rejeter dès le départ. Et lorsque vous acceptez les insultes, il faut savoir qu'un jour vous serez aussi insulté. Vous regardez aujourd'hui, c'est tous les leaders qui sont insultés. Que vous soyez Kamere, que vous soyez Mwanda, que vous soyez Tshisekedi. Du jour au lendemain, quelqu'un peut se réveiller un bon matin, il fait sa vidéo, il vous insulte. C'est pas normal, ces choses doivent arrêter. On doit comprendre que même l'insulte publique est une infraction. Vous pouvez vous retrouver en prison à cause des insultes. C'est pas permis. Les gens, malheureusement, le fait que beaucoup de gens ne portent pas plainte, c'est devenu, il y a cette forme d'impunité qui s'est développée. On se croit au-dessus de la loi. On peut dire non, moi je vais me réveiller un matin, je vais taper quelqu'un et rien ne va m'arriver. Non, nous sommes dans un pays, nous vivons dans un pays, dans des états de droit. Dans ces genres d'états, nul n'est au-dessus de la loi. Tout le monde doit respecter la loi. Et lorsque vous avez évoqué le cas de ce qui est arrivé au Canada, c'est encore un exemple typique de ce genre de comportement où l'on se croit au-dessus de la loi, on s'est dit, tout m'est permis, je peux faire tout ce que je veux. Malheureusement, personne ne peut faire tout ce qu'il veut. Il y a la loi. Nous sommes tous soumis
Alors nous devons la respecter. Et voilà, maintenant, il y a ces procès qui sont là et ils seront condamnés. Sûrement, ils vont à des peines de prison. Exact. Et c'est leur vie gâchée. Leur vie gâchée, par exemple, leur casier judiciaire sera sali. Et cela aura des répercussions dans leur vie. Pour quelque chose qui pouvait être traité d'une autre façon. On peut dire, vous pouvez... il y a des façons de faire des reproches, il y a des façons de... Comment dire, exprimer sa colère sans pour autant violer la loi. Donc, ce qu'on peut encourager nos frères, c'est de faire le combat dans le respect de la loi. Parce que on ne peut pas vouloir un état de droit et faire ce qui est contraire à la loi. C'est une contradiction. Exact. À ce sujet, ce matin, je le cite pour ceux qui sont abonnés à Code 243, si vous allez sur notre mur, vous verrez cette vidéo. J'étais estomaqué, mon cher Michael, d'entendre une personne qui a pu, parce que parmi les 4 jeunes dames qui ont été accusées, il y en a une qu'on n'a toujours pas retrouvée. Et quelqu'un a appelé une chaîne de télévision consoeur pour pouvoir donner les informations relatives à l'endroit où se trouvait cette personne-là. Donc, la personne a préféré appeler une chaîne de radio-télé congolaise au lieu de faire la démarche auprès de la police ou... Ouais. Je suis resté abasourdi parce que la personne a dit, voilà, si la fameuse dame qui héberge la fugitive ne la livre pas, voilà, après telle période, je vais m'engager à faire telle ou telle chose. Prenons le cas où cette jeune dame disparaît. Parvient à sortir du pays d'une manière clandestine. Est-ce que, c'est en fait pour revenir à ce que tu dis, j'ai l'impression que beaucoup de Congolais qui vivent dans des pays dans lesquels la loi, le droit est établi, ont gardé leur mentalité congolaise. Voilà. Et l'ont emporté dans ces pays-là, croyant que on peut tout faire, on est au-dessus de la loi, on peut... et cela a des conséquences. Et je crois qu'il est important aujourd'hui que... Cela a des conséquences, oui. Nous puissions nous arrêter et savoir que là où qu'il y a des frontières, là où s'arrête ma liberté, commence celle de l'autre, et que nous puissions nous éduquer, car il y a problème. Et là, j'ai reçu une dame, je tais son nom, qui était au tribunal, qui m'a dit que même ce qui s'est passé hier à Ottawa, si on a dû demander le report de l'audience, c'était parce qu'il y avait un vacarme dans la salle. Or, tout le monde sait que lorsque vous rentrez dans un lieu comme celui-là, je parle à un juriste, le silence est d'or. Hein, c'est le juge... Oui, le silence est d'or, oui. Qui accorde la parole, mais pareil, c'était devenu un marché. Vidéo d'un côté, tout le monde avait... Oui, malheureusement. Ouais, voilà, quoi. Donc, oui, tu voulais dire? Je crois que c'est une question d'habitude et de culture. Vous voyez, en RDC, si j'ai un problème avec quelqu'un, comme la justice ne fonctionne pas, je vais chez lui, je me venge, je fais ce que je veux. Mais ce n'est pas le cas dans les pays où il y a la loi. Il faut respecter les procédures partout. Que vous soyez au tribunal, vous soyez... oui, c'est une question de culture. Vous savez, nous avons vécu pendant 32 ans avec un dictateur. Et après cela, la dictature continue d'une façon à l'autre. Et la mentalité n'a pas encore changé, on n'est pas encore dans cette logique de l'état de droit où la loi, on dit voilà, moi-même je suis lié par la loi, je ne peux faire que ce que la loi me permet de faire. Et je ne peux pas, lorsque je vais quelque part, par exemple dans le tribunal, au tribunal, je dois savoir comment me conduire. Je ne dois pas... Et c'est ça, c'est ces questions d'habitude, on espère qu'avec le temps, que peut-être... Mais c'est ce qui me demande aussi, si les gens ne connaissent pas ce que c'est un état de droit, comment allons-nous avoir un état de droit? Ça commence par l'éducation. Il va falloir peut-être que les partis politiques, ça et là, c'est dans cette campagne d'éducation civique, auquel on informe les gens, c'est quoi vraiment cet état de droit? On combat pour un état de droit. Vous savez, c'est qui? Je crois que c'est Gandhi qui avait dit « Be the change you want to see ». C'est-à-dire, sois les changements que tu veux voir. Les changements commencent par toi. Tu dois être exemplaire si tu veux la démocratie. Commence par être toi-même
démocrate. Si tu veux l'état des droits, commence quand même par respecter les lois et c'est comme ça. Parce qu'on souvent on demande des choses que l'on ne fait pas soi-même, là ça devient l'hypocrisie. Comme tu le dis, je crois fermement que ce procès du Canada va être un moment clé dans ce combat et surtout dans cette diaspora. Je crois, à mon humble avis, que ce procès du Canada va également permettre à ce que les réseaux sociaux congolais s'aseptisent, que les gens comprennent ce qu'ils peuvent et ne pas faire. Les menaces ne peuvent pas être véhiculées d'une manière claire. Les injures, même sur Face et ailleurs, doivent être faites d'une certaine manière, doivent être prohibées. Je crois que nous allons tendre vers ça. Il a fallu qu'il y ait un choc, qu'il y ait une action forte pour qu'il y ait un réveil. Voilà, Michael, je ne sais pas, nous avons les 2-3 dernières minutes. Y a-t-il un sujet que tu crois que nous n'avons pas abordé? En attendant, je voudrais prévenir tout à chacun que Freddy n'est pas avec nous aujourd'hui parce qu'il s'est déplacé pour des raisons familiales, mais vous le verrez avec nous sûrement la semaine prochaine où nous allons également accueillir un invité dont je vous parlerai à la fin de l'émission. Quelque chose pour la fin, Michael? Peut-être Moïse Katumbi, qu'est va-t-il faire maintenant? Parce qu'il n'est plus gouverneur, président de la République. On ne sait jamais, l'avenir le dira, mais à ce stade, il n'a pas encore exclu cette possibilité. Il avait dit après les découpages, il va se lancer ce qu'il avait appelé un safari national, c'est-à-dire il va se rendre dans différentes provinces de la République pour essayer un peu de prendre la température, et après il va se décider. Donc c'est peut-être l'événement à suivre, et s'il va se lancer, est-ce qu'on va le laisser faire? Point d'interrogation, ou il va se retrouver à Makala? On ne sait jamais. Oui, moi personnellement je crois que Moïse va se lancer. Parce que le contraire serait une perte pour le Congo. C'est quand même un acteur politique qui a l'expérience. Je ne peux pas le juger parce que je n'ai aucune preuve contre lui de mauvaise gestion. J'ai certainement lu beaucoup. À l'époque de sa guerre avec M. Jean-Claude Mouyambo, il y a eu beaucoup d'écrits. Est-ce que cela était-il vrai? Était-ce un combat politique? On n'en sait rien. Mais avoir l'agitation, avoir ce qui se fait déjà, je prépare dans la diaspora. J'ai vu certaines pages, Génération Chapoué, Moïse Katumbi, président 2016 et tout ça. Et sa petite phrase sibylline, j'aime bien sa sagesse. Lorsqu'il n'a pas cessé de dire dans la vie il faut savoir quitter oui. Ce qu'on a été, quitter ses fonctions et rappeler le respect de la Constitution et tout ça. Je crois que Moïse lance un message à son président et chef de file, parce qu'il est toujours de l'AMP jusqu'à de la majorité présidentielle jusqu'à preuve du contraire. Je crois que Moïse sera candidat. Ce qui, oui, va faire réfléchir plus d'un. Parce que si nous allons avec un seul tour, j'aimerais te dire que bon, monsieur est populaire, maintenant, a-t-il un parti pour couvrir toute l'étendue? Comment cela va-t-il se faire? Et tu connais nos frères qui sont très, très, comment dire, opiniâtres et très prêts à courir là où il y a une caisse. Il a les moyens. Je crois que Moïse Katumbi serait un candidat sérieux, très sérieux même, vu ses réalisations qu'on a vues dans le Katanga et ailleurs. L'équipe d'Anglebert, qui est la seule équipe d'ailleurs congolaise à avoir un avion, si pas africaine, je crois que ses œuvres parlent pour lui, et en face ou à côté de lui, les autres candidats devraient vraiment se lever tôt et avoir de meilleures stratégies, parce que financièrement je crois qu'il a du répondant. Voilà, mesdames et messieurs, Michael, je voudrais te remercier pour la qualité de l'intervention. J'avais l'impression aujourd'hui de t'interviewer par ailleurs. C'était excellent. Ah ouais, c'est pas Freddy n'est pas là. Voilà, tu sais que c'est pas facile de le faire à deux. Ouais. Donc nous rappelons que Freddy n'est pas avec nous, il a dû faire un petit voyage, il sera avec nous la semaine prochaine. Il est toujours aux États-Unis, il est en bonne santé, il n'a pas quitté, donc parce que les Congolais sont toujours là, ouais, il serait parti. Non, Freddy est avec nous. Je croise les doigts qu'il se porte bien et qu'il va
va voir cette émission, qui va rigoler et réagir par ailleurs. Et je rappelle que bientôt, nous allons nous décider en comité pour savoir quand est-ce que nous allons lancer la radio Code 243. Je rappelle à ceux qui nous ont appelés de Londres et d'ailleurs que vous devez à nouveau rentrer en contact avec Michael, avec Freddy, avec ma propre personne. Le signal est déjà là. Si vous allez sur notre page, le signal est actif. Mais nous avons une technologie qui nécessite à ce que chacun d'entre vous puisse la maîtriser avant que nous puissions avancer. Nous n'allons pas faire la radio comme les autres la font en général. Nous n'allons pas faire une radio pour injurier, nous allons faire une radio éducative. Nous avons l'ambition d'avoir notre application que vous allez télécharger dans vos téléphones. Partout où vous serez, vous allez écouter la voix de Michael, vous allez lire les sujets de Freddy et d'autres personnes qui nous ont rejoints dans cette affaire. Donc voilà, je tiens à rappeler et informer que la semaine prochaine, nous aurons un invité, il s'appelle Guy Ngoyi, il est représentant du BPK. Certains d'entre vous l'ont déjà suivi ici sur Code 243. Nous ouvrons la porte à Guy, mais s'il y a d'autres personnes qui veulent intervenir dans nos analyses, dans nos analyses politiques, veuillez le manifester. Nous vous expliquerons ce qu'il y aura à faire. Il faudra simplement disposer d'un bon ordinateur, d'un bon signal Internet, et le reste, ce sera ce que votre connaissance par rapport à la situation politique. Encore une fois, mesdames et messieurs, vous étiez sur Code 243 où nous disons c'est nulle part ailleurs. Michael, un très bon week-end sur Londres. Et, merci pareillement. Voilà, à ceux qui nous suivent, rejoignez-nous, c'est sur Code 243, nos pages Facebook, notre website. Nous sommes également sur Twitter, vous pouvez suivre Michael, vous pouvez me suivre ou suivre Freddy et tous les autres qui sont avec nous. Encore une fois, nous demandons à chacun de pouvoir prier pour ce merveilleux pays qu'est la RDC. Nous ne voulons pas de guerre, nous voulons un changement qui soit sain, un changement élégant, un changement citoyen, qu'en 2016, au 19 décembre, qu'il y ait un nouveau président, que celui qui la sorte et qu'il aille en retraite comme on le voit et on le vit ailleurs. Voilà, mesdames et messieurs, encore une fois, bonsoir et que Dieu vous bénisse. Au revoir. Au revoir. Au revoir, Michael. Ouais.